Rome, il y a 2000 ans, l'Afrique, il y a genre 1 heure. Haggis a un trou dans son toit, mais il ne le répare jamais parce que les jours de pluie, il fait trop humide pour bosser dessus, et les jours ensoleillés, il n'a pas besoin d'être réparé. Je vous l'apprends pas que ce soit des discussions, même des avis sur la planète entière, comme quoi l'Afrique est complètement broken et complètement cassée et ne pourra jamais se soulever. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais si on veut vraiment se pencher sur le problème, pourquoi l'Afrique n'a pas une thune? Pourquoi l'Afrique est un continent tellement sous-développé qu'une grande partie n'a même pas accès à l'eau ou à l'électricité? Et si vous lancez cette discussion avec n'importe qui, il y a de grandes chances qu'il vous répondra que c'est à cause des colonisations. Mais est-ce que c'est vraiment à cause des colonisations? Est-ce que c'est vraiment ça qui a détruit le continent africain? Est-ce que c'est à cause de ça que le continent africain est en retard de plusieurs milliers d'années sur le reste du monde? Au cours des 50 dernières années, plus de 1200 milliards d'aides ont été injectées en Afrique. Il y a 70 ans, un Européen moyen est à peu près 5 fois plus riche qu'un Africain. Et aujourd'hui, c'est pas 5 fois, mais presque 15 fois supérieur. Actuellement, plus de la moitié des Africains y vivent avec moins de 4 euros par jour. Proche du million de personnes qui n'a même pas accès à l'électricité. Et cette situation, elle est loin d'être récente. Ça fait plus de 300 ans que l'Afrique a toujours été l'endroit où les gens sont les plus pauvres. Et à l'époque, pour régler ce problème, on a simplement estimé qu'il fallait simplement leur filer du blé. Et c'est pas débile de se dire ça à la base, parce que quand on pense à donner du fric comme ça à une nation ou à un continent, on va tout de suite penser à hôpital, école, banque, système judiciaire, un gouvernement qui fonctionne, une société. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous, Européens, ou même aux États-Unis, ou sur d'autres continents, on a des pays qui sont énormément développés. Pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose, mais il y a beaucoup de ressources. Et c'est comme ça qu'à partir des années 90, l'Afrique est devenue l'endroit le plus dépendant des aides au monde, ayant déjà reçu au moins 20 milliards de dollars. Et malgré ça, plus l'Afrique recevait du blé, et plus les Africains étaient pauvres. Entre 70 et 2000, c'est près de 600 milliards de dollars qui ont été injectés. Alors évidemment, à ce moment-là, on va se dire, bon bah ça fonctionne pas, on va essayer de trouver une autre méthode. Pas du tout, on va en envoyer encore plus. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est carrément devenu un mouvement populaire. On a en 2030, mais je suis pas certain qu'on y arrivera. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez peut-être des concerts Feed the World, ou bien des écoles qui organisaient des collectes pour ensuite envoyer cette nourriture, envoyer ces biens directement en Afrique. En 2010, l'Afrique, elle reçoit 50 milliards d'aides par an. Chaque année, c'est 50 milliards qui va tomber. Et pourtant, ça marche toujours pas. C'est même pire que ça, l'Afrique s'appauvrit. Il y a de plus en plus de pays qui, chaque année, sont de plus en plus pauvres, ont de moins en moins. Alors pourquoi ça fonctionne en Europe et ça fonctionne pas en Afrique? Évidemment, il y a eu les colonies. C'est vrai, on a débarqué là-bas, on s'est allègrement servi, utilisé correctement. On a collecté des impôts, on a redistribué des ressources, on a fait appliquer la loi, et ça c'est les premiers piliers d'une société qui fonctionne en réalité. Mais nous, quand on s'est barré, là-bas il restait surtout des gens qui se foutaient sur la gueule. Un vrai serveur PVP pour savoir qui allait diriger, sur combien d'hectares, pour combien de temps. Contrairement où chez nous, l'État il va servir le peuple en priorité, normalement. Là-bas c'est clair et net, les personnes qui passent en priorité, c'est l'élite, c'est les gens au pouvoir. D'ailleurs, les indices qui évaluent la qualité des institutions gouvernementales ont toujours mis l'Afrique en dernière position, là où les gens sont le moins servis. Là où il y a le moins d'égalité. Donc quand on envoyait de l'argent pour qu'il y ait des hôpitaux, des écoles, un gouvernement qui fonctionne, des routes, de l'électricité, en vérité, une grande partie de ce pognon, il allait directement dans les poches des dirigeants. On va se retrouver avec certains pays africains où 80% des vêtements vendus, c'est des vêtements qui ont été fabriqués en dehors de l'Afrique. L'industrie du textile, complètement chutée. Et rien qu'au Ghana, c'est 80% des industries des usines du textile qui vont fermer, parce qu'elles n'ont pas besoin d'exister. Mais du coup, tous ces gens qui y bossaient, ils y bossent plus, et surtout pour les jobs futurs, ça n'existera pas non plus. Mais aussi, quand tu te fais aider sur quasiment tous les aspects de la vie, eh bien, le savoir-faire va disparaître. Les gens ne fabriquent plus, les gens n'innovent plus, et à force de recevoir et de ne pas créer, eh bien, tu ne sais plus créer. Il faut savoir quand même quelque chose, c'est que lorsqu'on est parti, on a aussi laissé beaucoup d'infrastructures. Et pourtant, il n'y en a plus aucune de fonctionnelle. Elles sont toutes mortes. Pourquoi maintenant, en Big 2025, il y a encore une grande partie du continent africain qui peut, même pas dans un hôpital, soigner des maladies assez basiques? Pourquoi il y a presque 1 million de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité? Pourquoi un endroit comme ça peine à avoir ne serait-ce que des stations-service qui fonctionnent, alors que ce même endroit possède du pétrole? Chaque pays colonisé en Afrique, le jour où les Français, le jour où les Anglais sont partis, ils ont laissé derrière eux des bureaux de poste, des casernes de pompiers, un système de bus fonctionnel, des lampadaires, des cliniques, des hôpitaux. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? But it's true. So let me ask you, since 1960, the country has been picking the wrong leader every 4 years. Comment ça se fait que les chemins de fer qui ont été construits par les Britanniques au Nigeria à l'époque ne sont plus fonctionnels du tout, mais ceux qui ont été construits au même moment en Angleterre fonctionnent toujours? Comment ça se fait qu'aucun chemin de fer qui a été construit au Ghana en 1960 ne fonctionne aujourd'hui? Notre-Dame qui a brûlé en France, c'est un bâtiment du XIIIe siècle. Et qu'est-ce qui a pu permettre que ce bâtiment-là soit toujours nickel aujourd'hui? Eh bien, c'est l'entretien, c'est le fait de l'entretenir. Et d'après Franck Zanou, l'entretien, c'est inscrit dans notre culture. La grande différence, c'est que
quand chez nous, on va construire un bâtiment, on va allouer un budget, on va déjà préparer ou n'existe pas de la même manière que chez nous. John Beatty, un des plus grands philosophes d'Afrique, du Kenya d'ailleurs, il va expliquer que d'après lui, le futur, dans la pensée africaine, n'existe presque pas. Parce que le temps, il est fait d'événements. Le temps, il doit être vécu pour être réel, pour exister. Et que de ce fait, beaucoup de peuples en Afrique ne peuvent même pas conceptualiser des événements liés à un futur lointain. Et ça contraste beaucoup avec la vision occidentale du temps, où le temps est plutôt une marchandise, quelque chose qui doit se sauvegarder, quelque chose qui doit être gagné. Et selon Mbiti à l'époque, il va expliquer que c'est d'après lui pour ça que quand il y a des étrangers qui vont arriver en Afrique, qui vont voir un Africain assis, posé, en dessous d'un arbre, et qui va se dire mais pourquoi ce type il est en train de perdre du temps, pourquoi il fait rien en fait? Mais que cette façon de penser elle est erronée, parce que pour cet Africain-là, il est soit pas en train de perdre du temps, soit il est en train de produire du temps. Alors on est dans la théologie, hein, d'accord? Et c'est des écrits qui sont très vieux, donc c'est pas à moi qu'il faut en vouloir, mais plutôt à lui si vous en avez le courage. Vous voyez ce monsieur, sa foi est si catholique et juste comme à l'accoutumée. Quand ils ont envie de faire croire quelque chose à l'opinion publique, ils font tout. Il veut faire très souvent comprendre dans ses vidéos que tous les problèmes de l'Europe ou des Européens viennent souvent des immigrés. Il ne va jamais parler des immigrés qui sont là, qui vaquent à leurs occupations, qui sont sans problème, qui payent les impôts, qui sont dans leur coin. Le plus important pour lui, ce sera de parler ou de traiter des sujets sur les personnes qui posent des actes ignobles qui sont issus de l'immigration, alors que cela représente une infime partie du chiffre par rapport à l'immigration. Selon ses développements dans ses vidéos, toutes les mauvaises actions commises en Europe sont du fait de l'immigration. Ce qui me fait faire cette vidéo, en fait, c'est sa vidéo sur l'Afrique, où le monsieur fait comprendre que si les Africains sont encore en retard, sont encore à ce stade de pauvreté, c'est à cause de la mauvaise gestion, c'est à cause du fait que, malgré toutes les aides, les milliards colossaux, des chiffres énormes que les Européens injectent dans l'économie africaine, l'Afrique reste toujours au même stade. Selon lui, l'Afrique va s'enfoncer dans son gouffre interminable de pauvreté et de misère. Sa vidéo fait comprendre que toutes les infrastructures laissées par les colons sont tous dans des états piteux, faute de maintenance. En gros, sa vidéo nous mène à la conclusion que si les Africains sont encore derrière dans cet état de pauvreté, parce qu'il manque d'organisation, de volonté et de rigueur. Avec tout ce qu'il a avancé, je crois qu'il a quelque part raison, hein. Il a raison sur beaucoup de points. Mais j'ai quelques rectificatifs quand même à apporter à ce qu'il avance. D'où viennent ces millions ou milliards colossaux éjectés par les Européens dans l'économie africaine sous forme d'aide? Qui sont ceux-là qui orchestrent l'élimination ou l'effacement de beaucoup de présidents africains qui ont une bonne vision pour l'émergence, l'indépendance totale et la souveraineté entière de leur pays? Rêvent au développement durable et à un partage équitable des ressources de leur pays. D'où vient le financement de ces groupes ou groupuscules implantés partout en Afrique visant à déstabiliser les régimes qui en donnent le nom de terrorisme? Voilà 3 questions pertinentes qui cherchent réponse. Pour la première question, est-ce que monsieur sait que par rapport aux clauses de la colonisation, 70% des économies africaines, c'est-à-dire ce que l'Afrique génère comme économie, se repose dans les caisses ou dans les banques européennes, représentant une garantie pour les monnaies africaines. C'est de cette garantie qu'on retourne une infime partie sous forme d'aide. Chacun peut faire sa recherche pour se faire une idée. Pour la deuxième question, il faut mettre en évidence ce qui favorise cet état des choses. Élimination pure et simple de tous ceux-là qui ont une belle vision pour l'émergence entière de l'Afrique. Manque de loyauté, manque de dignité et d'honneur au sein de la population africaine même. Prenons l'exemple de ces 2 pays dont le niveau de développement est incroyablement élevé par rapport à l'Afrique, la Chine et l'Inde. Ces 2 pays, la loyauté, l'honneur et la dignité sont des vertus sacrées avec lesquelles on ne s'amuse pas, on ne badine pas dans ces 2 pays. Cela manque en Afrique, voilà pourquoi on va toujours passer ou trouver toujours des personnes pour trahir leurs frères.
en échange de prendre la place de celui qu'on a éliminé ou d'être tout simplement récompensé avec quelques billets de banque. C'est sur ce point que je lui donne raison, d'où le dicton « Le malheur de l'Africain vient de l'Africain lui-même ». Et cela commence dans le cercle micro-familial où la jalousie, la trahison et l'envie sont des mots vraiment qui minent la société africaine. Ce sujet mérite une vidéo pour en débattre en long et en large. Maintenant, la dernière question, les terreaux riches qui les financent. Et pour quel but sont-ils implantés un peu partout en Afrique ou dans le monde entier? Aidons-nous avec nos recherches à trouver la réponse à cette question. Pour revenir sur la deuxième question, à savoir l'élimination des personnes ou des présidents qui ont une belle vision pour l'Afrique. Ceux-là sont éliminés pour être mis à leur place des personnes pour qui la priorité n'est pas le bien-être de leur population ni le développement de leur pays. La priorité, c'est de suivre la feuille de route. Sinon, comment comprendre un président comme le président malgache que je cite en exemple, qui en plein mandat demande la nationalité française, ou l'autre du Cameroun qui depuis près de 50 ans brade le pouvoir sans grand changement dans son pays. Ou encore dans les pays du Maghreb qui, malgré le fait qu'ils ont subi le printemps arabe, n'a pas changé grand-chose dans leur situation. Voilà tant d'éléments qui donnent à réfléchir. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est la part des Africains eux-mêmes. Leur manque de loyauté, de dignité et d'honneur. Toujours sur la question des présidents, pourquoi est-ce que quand ils bradent plusieurs mandats et quand finalement ils sont chassés par la population, avec l'appui de leur armée, pourquoi là se lèvent toutes les voix pour condamner ce régime qui a répondu à l'appel de sa population alors que le précédent régime était chouchouté?